Et voilà, bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre. Et mon invité d'aujourd'hui est Séverine Évrard. Séverine qui a donc écrit son livre qui vient d'être publié il y a un petit mois, même pas, quelques semaines, aux éditions Antémis. Et Séverine est avocate, médiatrice, et son livre s'adresse aux avocats, mais on va regarder tout cela ensemble. Alors Séverine, peut-être je te laisse te présenter en quelques minutes qui tu es et peut-être comme première question que évidemment tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire ce livre? Alors voilà, moi, mon nom est donc Séverine Évrard. Je suis avocate au barreau de Bruxelles depuis près de 30 ans maintenant et médiatrice également depuis près de 15 ans. Donc, ce qui m'anime, moi, c'est d'aider mes clients à résoudre leurs conflits, à amener plus de paix dans les relations. Alors, je suis également maman de 3 enfants, mariée. euh, que dire encore? Oui, j'ai créé le cabinet Accord Majeur, qui est un cabinet d'avocats et de médiation, dans lequel je collabore avec une équipe de femmes jusqu'à présent. Et, euh, et donc voilà, quel est mon petit monde privé et professionnel pour le moment? Alors pour répondre à ta question, Laurence, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire un livre? Ben, je dirais que l'idée d'écrire un livre me suit depuis quand même une bonne dizaine d'années. Je ne savais pas si je commencerais par écrire un livre professionnel ou un livre privé. Et puis finalement, c'est le livre professionnel qui s'est présenté. Et l'idée m'en est venue parce que, voilà, dans mon métier, j'entendais autour de moi beaucoup de difficultés que rencontraient les avocats, que rencontraient des magistrats, de frustration également du côté des clients. Et donc, c'est comme si notre manière de faire à nous, avocats, à nous, hommes et femmes de justice, arrivait un petit peu en bout de course de quelque chose et qui avait le souhait de pouvoir faire notre métier autrement. Et dans cet autrement, moi, j'avais envie de partager en fait mon chemin de vie privée et mon expérience professionnelle en venant avec une nouvelle proposition qui est d'allier le droit et le développement personnel dans la résolution des conflits. Et donc de sortir de la sphère stricte et exclusive de la solution légale. Et aussi, il y avait quand même aussi parce que quand tu t'es présentée, tu n'as pas parlé de ta casquette de formatrice aussi. Et il y a un lien aussi entre le livre et ta formation, enfin, tu peux peut-être expliquer un petit peu la formation avocat aligné, qui est quelque chose d'assez innovant, je trouve, novateur comme approche. Alors effectivement, c'est vrai que cette formation a une place importante et une place importante dans la rédaction du livre aussi. Donc en 2020, quand nous avons tous été confrontés à la crise sanitaire, et bien comme d'autres, j'ai vu mon activité ralentir. Et cela faisait déjà un bon moment que je voulais proposer aux avocats une formation pour aller vers cette nouvelle posture. Et donc, en 2020, j'ai créé une formation, l'avocat aligné, qui est une formation de 4 modules aujourd'hui, qui est une formation pour les accompagner dans la communication, dans la gestion des émotions, dans une posture holistique et également dans l'alimentation, à trouver un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Et cette posture, je la partageais à l'occasion de conférences, de webinaires, de discussions que je pouvais avoir avec l'un ou avec l'autre. Il y a... Cette nouvelle posture a un plus grand nombre et hors frontières, et donc de dépasser la présence physique et le one-to-one ou le présentiel pour pouvoir toucher les avocats et les lecteurs que cette nouvelle manière de régler les conflits pouvait intéresser. Et pourquoi... Oui, pardon. Et je me demandais quel est l'avantage que tu trouves finalement à écrire un livre, peut-être par rapport à cette formation en ligne, ou quel est le, les ponts et les passerelles que tu vois entre les deux. Alors, la formation, c'est déjà faire le pas de la transformation.
l'avocat qui vient en formation est un avocat qui a déjà décidé de changer sa pratique et qui ose faire le pas d'aller vers cette transformation. Et la formation, elle existe depuis 2020 conçue et 2021 qui a été la première année où je l'ai donnée. Et je dois bien constater qu'il y a vraiment un fossé entre le fait de partager cette posture, d'entendre l'enthousiasme des avocats qui me disent combien c'est exactement ce dont ils ont besoin, ce vers quoi ils veulent aller, et qui pourtant ne passent pas le cap de s'inscrire. Et à mon sens, le livre peut être une étape intermédiaire et une manière finalement peut-être de les prendre par la main ou de les inviter à un changement en leur donnant déjà le cadre de ce changement, en leur expliquant les raisons, les motivations, ce qui, moi, m'a amené à faire ce changement. Et donc, si ils se retrouvent dans ce chemin-là, eh bien, alors ils seront peut-être plus enclins à oser s'engager dans une transformation qui est une transformation personnelle et une transformation de pratique. Et on sait que le changement est un des plus grands défis, une des plus grandes difficultés pour nous, les êtres humains. On a tendance, même si on n'est pas bien là où on se trouve, à quand même rester là où on se trouve et à continuer à ne pas être bien parce qu'au moins, là, on a nos points de repère et on peut fonctionner. Donc, le cap du changement, c'est quelque part une mise en danger et cette mise en danger peut freiner. Il y a d'ailleurs un fameux adage, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Eh Ouais. bien, manifestement, c'est un adage qui est encore fortement prise dans, dans ce changement, justement. Mais je pense que ça parlera bien aux auteurs qui sont en train de nous écouter, de nous suivre et à ceux qui écouteront le replay, puisque bah, la plupart d'entre nous, bah, on est justement on est motivés par essayer d'apporter un changement. Et c'est vrai que je trouve que le livre est un très bon moyen pour en tout cas diffuser notre message plus largement et de déjà opérer une petite transformation sur le lecteur, ne fût-ce que déjà une prise de conscience que les choses peuvent être différentes, c'est déjà un premier pas vers le changement. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ton livre, c'était ce côté, parce que tu disais que tu avais hésité à écrire un livre personnel ou professionnel, mais finalement, tu as quand même beaucoup parlé de toi dans ton livre et j'ai trouvé que c'était voilà, intéressant finalement de raconter ton propre parcours et pourquoi toi, tu avais changé de posture. Est-ce que toi, ça t'a paru difficile voilà, de cette partie-là de l'exercice, de parler de toi, de raconter ton histoire? Alors, j'ai une croyance qui est que notre vie ne nous appartient pas. C'est-à-dire que nous sommes tous les maillons, l'expression d'un même mouvement qui est celui de la vie. Et que donc, mon expérience peut inspirer, aider, éclairer d'autres, comme l'expérience des autres peut m'aider et m'inspirer moi. Donc, je trouve qu'il y a une véritable plus-value et une véritable vertu à partager ces chemins de vie dans les hauts comme dans les bas d'ailleurs, et peut-être même surtout dans les bas. Et comment on a pu remonter d'un bas vers un haut. Maintenant, la particularité, comme tu le dis, Laurence, c'est qu'ici, ben, je parle de moi dans ma sphère professionnelle, qui est donc celle de l'avocature. Et dans l'avocature, ça n'est pas un créneau habituel. Je n'écris pas un livre juridique, je n'écris pas un roman. Donc voilà, je suis un petit peu avec ce livre hors case. Et donc, ça a été quand même, oui, un challenge, je pense, d'oser cette communication authentique, personnelle et transparente. Et, euh, et donc, oui, dans mon milieu, c'était certainement une nouveauté, j'ai envie de dire. En tout cas, certainement pour moi. Et je sais que j'ai eu
bon, voilà, ça fait 10 ans que je pensais écrire ce livre, je l'écris 10 ans plus tard, donc ça implique quand même un cheminement intérieur, de se dire, allez, voilà, je vais y aller, je vais oser, je vais me dévoiler. Cette approche holistique est aussi une approche qui n'a pas encore été dévoilée. Donc, c'est aussi se découvrir, faire une sorte de coming out. Et quand on fait un coming out, on ne sait pas comment euh, on va être reçu. Donc, oui, il y a une mise en danger, là aussi, une prise de risque, certainement. Et je pense que la publication du livre a été faite au moment où je me sentais à même de pouvoir assumer cette découverte, enfin, cette découverture, même si le mot n'existe pas, je pense, mais on fait un petit peu de Joli. poésie littéraire. Et, euh, et il y a eu, je me souviens, une fois que le livre était écrit et qu'on se rapprochait de la publication, voilà, il y a eu un moment comme ça de stress, de doute terrible, qui était de me dire, mais est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose? Est-ce que j'ai raison de le publier? Et voilà, je suis passée par une semaine comme ça d'inconfort, de réelle angoisse. Et puis, je pense que la relecture euh, m'a m'a aidée et confortée aussi, parce que là, enfin, on y viendra peut-être, mais j'avais choisi un panel d'avocats avec des profils très différents pour justement aller tester les différents types de lecteurs entre les mains desquels mon livre potentiellement allait se retrouver. Et j'avais volontairement choisi un avocat que je trouve cinglant, très critique. Et je l'avais fait à dessein, me disant, sachant également son franc-parler, je savais qu'il me dirait ce qu'il avait fondamentalement pensé. Et donc voilà, ça a été l'occasion d'un remous, mais qui donc m'a préparé ensuite pour d'autres remous s'ils devaient venir. Parce qu'effectivement, ton approche est quand même, enfin, moi je me rappelle au tout début, enfin, Benoît et moi, on avait un peu la même réaction quand on était rentré un petit peu dans ta méthode et ton approche d'avocat aligné, mais c'est vrai que c'était pas courant puisque tu allies vraiment le développement personnel jusqu'au point où tu peux conseiller à ton client d'aller peut-être creuser voilà, la cause de sa souffrance, que derrière finalement le conflit ou derrière la réparation qu'il veut avoir en justice, c'est en fait une réparation plutôt à titre personnel. Et tu peux aller jusqu'à leur dire, mais voilà, allez vous faire accompagner, faire une démarche pour aller travailler sur certaines causes, souffrances, blessures, etc. Faites un trajet de développement personnel et puis vous reviendrez pour voir si on garde toujours cette action en justice, si on l'adapte, si on entame une médiation. Donc, c'est vraiment tout à fait particulier, quoi. La plupart des avocats font, déjà n'abordent, à mon avis, même pas ce genre de questions euh, avec leurs clients tout court, mais encore moins vont leur conseiller d'aller faire un trajet de développement personnel presque thérapeutique peut-être pour certains avant de poursuivre la mission du droit. Donc c'est vrai que c'était un vrai coming out aussi professionnel puisque c'est une approche qui est assez révolutionnaire. Oui, Ouais. l'idée est vraiment de faire équipe, en fait, avocat, client euh, et personne ressource, qui donc va permettre au client de faire ce travail de développement personnel. Alors aujourd'hui, il y a bien, je pense, des avocats qui peuvent envoyer justement leurs clients, leurs recommandant plutôt de faire, par exemple, une thérapie familiale ou une thérapie personnelle, mais ça ne s'inscrit pas encore dans une méthode codifiée, structurée, avec un fil rouge bien clair pour identifier la place du client, de l'avocat et de la personne ressource. Et ça, c'est justement ce que je propose dans la méthode accord majeur. C'est vraiment des étapes très claires, une manière de faire qui est rationnelle, qui peut être comprise par tous, qui a du sens, qui est fléchée, pour justement de nouveau offrir un cadre rassurant par rapport à cette démarche holistique. Donc, ce n'est pas de l'artisanal, c'est vraiment une méthode qui a déjà été éprouvée, validée et qu'aujourd'hui, je peux donc proposer à d'autres. Alors, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine rencontre parce qu'on a décidé il y a quelques jours
Séverine et moi de peut-être proposer une autre rencontre avec une autre, peut-être deux autres avocats pour justement échanger autour mais de cette idée que le monde du droit change et que les auteurs y contribuent fortement. Donc, on aura l'occasion d'approfondir encore un petit peu je dirais, le sujet du livre de Séverine et la particularité de ce qui la distingue des autres livres juridiques qui sont en général beaucoup plus c'est-à-dire abstrait, c'est pas abstrait, c'est très concret, très terre à terre, lié au code et à la loi. Mais j'avais envie d'aborder aussi avec toi, évidemment, tout l'aspect plus coulisses du livre, hein, puisqu'il y a les personnes qui sont en train de nous écouter sont tous auteurs ou futurs auteurs, et donc ils ont envie d'un peu comprendre comment ça se passe derrière. On avait aussi réfléchi, toi et moi, à une thématique un peu, trouver un angle pour cette rencontre. Et c'est vrai que ce que toi, tu avais fait en amont du livre et que peu de mes auteurs ont fait jusqu'à présent, c'était de réaliser une enquête. Et donc, j'avais envie un petit peu que tu nous partages voilà, cette expérience de voilà, pourquoi avoir réalisé cette enquête, comment est-ce que les gens y ont réagi et peut-être quels ont été voilà, les bénéfices que tu en as retirés par rapport au livre. Hmm. Alors, l'enquête, c'est pas une idée qui m'était venue d'emblée. Partageant, comment dire, mon expérience par rapport au métier d'avocat que je fais depuis 30 ans, j'avais discuté avec beaucoup d'avocats, donc j'avais déjà et ayant conçu la formation 2 ans plus tôt, j'avais déjà une bonne idée du sujet, une bonne idée du fil rouge, une bonne idée de la structure. Et je connaissais globalement les douleurs, les souffrances de mes confrères et je venais avec une proposition finalement de solution. Donc l'enquête, je n'y ai pas vu tout de suite de l'intérêt. Et en fait, c'était éminemment pertinent. Pourquoi? Parce que d'abord, je pense que c'est vraiment intéressant de s'ouvrir aux autres et d'aller, même si on croit la connaître, aller chercher leur expérience et d'entendre leur expérience, d'entendre la manière dont ils en parlent, d'entendre les mots qu'ils utilisent, d'entendre ce que cela a suscité chez eux et d'entendre peut-être parfois les solutions qu'ils ont pu mettre en place. Donc, ça m'a permis de dépasser ma propre personne pour vraiment élargir pleinement mon propos aux autres avocats en étant validé par d'autres avocats. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant par rapport à l'enquête, parce que ce n'est pas tant mon expérience qui est intéressante que de servir en fait la profession et donc de pouvoir toucher évidemment, évidemment les avocats. Un autre point qui est intéressant, c'est que cela m'a permis en tant qu'auteur de faire savoir à ses confrères que j'étais en train d'écrire un livre sur notre profession et donc de donner déjà de la visibilité à ma démarche et de les informer déjà que j'allais m'adresser à eux dans quelque temps à travers un livre que j'écrivais sur notre profession. Ce qui me permettait également d'avoir déjà un curseur de l'intérêt que ma démarche pouvait susciter ou pas. Et donc, de m'encourager dans cette démarche ou de me freiner dans cette démarche ou, le cas échéant, d'ajuster le sujet que je pensais aborder. Donc ça, c'est un deuxième point qui est fort intéressant par rapport à l'enquête. Un troisième point qui est intéressant, c'est que pour faire une enquête, et on pose des questions, forcément, et donc on donne la possibilité aux personnes qui vont répondre à l'enquête de s'exprimer. Ça a donc été pour moi également l'occasion de recueillir des témoignages de confrères qui se situaient dans d'autres barreaux. Moi, je suis du barreau de Bruxelles, qui est le plus gros barreau en Belgique francophone, mais il y a des tas d'autres barreaux en Belgique francophone qui n'ont pas forcément les mêmes expériences. Et donc, m'adresser à eux, les interroger, me permettait d'avoir leurs expériences à eux. Un autre point d'intérêt est que ce sont de belles rencontres humaines
puisque, et ça c'est aussi l'avantage du digital aujourd'hui, c'est que avec Zoom, comme nous le faisons maintenant, ben, j'ai pu avoir des entretiens avec des confrères de Dinan, de Namur, de Charleroi, sans devoir nécessairement me déplacer, sans que ou que eux doivent se déplacer. Donc, c'est plus léger dans l'agenda et ça permet d'avoir des discussions à bâton rompu et de recueillir de l'information, de donner de l'information, de comprendre également leurs besoins et quand on a un service ou une formation, de leur proposer ce service ou cette formation s'ils sont en demande de cela et qu'ils ne savaient pas que ça existait, par exemple. Donc, c'est encore un autre point d'intérêt. Un point d'intérêt supplémentaire a été le fait que pour pouvoir diffuser mon enquête, il fallait que j'ai des points de relais dans les différents barreaux belges. Alors, au barreau de Bruxelles, ben, je connais le bâtonnier. J'ai pu donc faire une démarche personnelle vers lui, lui expliquer la raison de cette enquête, lui demander s'il était d'accord de la diffuser dans le barreau, où nous sommes quand même 4700 avocats, ce qu'il a accepté de faire. Et j'ai fait la même démarche auprès des autres bâtonniers et bâtonnières belges qui tous ont relayé mon enquête dans leur barreau. En quoi c'est intéressant? Ben, c'est intéressant parce que j'ai donc fait connaissance avec le représentant de l'ordre des avocats de ces différents barreaux, à qui je vais bien entendu, pour les remercier d'avoir soutenu ma démarche, offrir mon livre qu'ils liront, je l'espère. Dont il Et parlera, on espère. Et si le propos, ben voilà, les touche, leur plaît, s'ils y trouvent du sens et qu'ils ont envie de le diffuser dans leur barreau, ben ce sera une suite intéressante pour tout le monde, évidemment. Voilà déjà quelques points pour lesquels je trouve qu'une enquête a vraiment beaucoup de sens et est très enrichissante pour un auteur. Et puis, il y a quand même le point de vue du lecteur aussi, parce qu'au départ, quand on en avait discuté, c'était aussi apporter peut-être des informations. Enfin, ça a permis aussi, parce que les témoignages qu'elle a récoltés et les résultats de l'enquête ont évidemment été publiés dans le livre, Oui, ce qui a apporté aussi de la valeur, je trouve, au lecteur, qui peut se reconnaître dans les témoignages, qui peut se retrouver dans les statistiques aussi en se disant ah ben je ne suis pas seule à penser ça, on est autant de confrères à avoir le même genre de difficultés. Donc il y avait aussi ce côté quand même aussi d'enrichissement du contenu pour le lecteur. Mais souvent voilà les auteurs oublient qu'il y a plein de bénéfices secondaires, mais que Séverine a très bien mis en avant. Et pour moi, encore un autre avantage, à la fois pour l'auteur et pour le lecteur, c'est que je pense que ça a séduit aussi l'éditeur. Donc, puisque oui, Séverine a fait le choix très rapidement d'opter pour la voie de la maison d'édition, ce qui est dans ton cas était tout à fait justifié, et une maison d'édition spécialisée dans le droit, et qui donc forcément a comme public cible tous les avocats, la magistrature, le monde judiciaire. C'est une maison d'édition belge qui s'appelle Antémis. Et je pense aussi que, enfin, en tout cas, tu avais présenté cet argument aussi à l'éditeur en disant ben, j'ai réalisé une enquête auprès de 100 personnes, enfin, en tout cas, il y a 100 personnes qui ont répondu longuement à l'enquête, ce qui, dans l'éditeur, en général, c'est bon pour lui aussi, parce que ça répond à deux critères. Un, il se dit que bah, si les gens ont répondu à l'enquête, c'est que bah, le livre de cette personne ou cette personne, cet auteur est quand même quelqu'un de reconnu et d'apprécié, sinon les gens n'auraient pas répondu à l'enquête. Et puis, l'éditeur se rend bien compte aussi que bah, si Séverine a contacté, enfin, si la demande de répondre à l'enquête a été largement diffusée en Belgique, eh bien, le livre a été déjà un petit peu promu et que donc c'est aussi un bon argument pour l'éditeur. Enfin, peut-être que c'est moi qui tire des conclusions. Je ne sais pas si Antémis t'en avait parlé à l'époque, s'ils étaient intéressés par l'enquête. ah, Mais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Antémis s'était intéressé par cette démarche. Et ce qui était, j'ai envie de dire, valeureux dans cette démarche, c'est que cette démarche s'intéressait à la santé mentale des avocats.
Et alors, l'enquête n'a pas de portée scientifique, puisque vu le nombre de personnes à qui elle s'adressait et le nombre de répondants, je ne suis pas à 12% et demi, je pense, de répondants, donc on ne peut pas lui donner un caractère scientifique. Et c'est pour ça que dans le livre, je pense, je l'appelle plutôt coup de sonde. Mais cette démarche qui n'avait encore jamais été faite et qui a suscité de l'intérêt et qui a quand même donné un premier aperçu des facteurs de motivation et de démotivation des avocats est également un indice qu'il est intéressant d'aller plus loin et qu'il serait important aujourd'hui de réaliser une enquête à une plus large échelle pour lui donner alors une valeur scientifique. Donc, ce livre et cette démarche de questionnaire a peut-être voilà, créé une brèche, ouvert, ouvert une voie et créé en fait de l'intérêt pour aller plus loin. Et j'ai trouvé que ça, c'était très motivant aussi, de pouvoir, par ce biais-là, faire un apport supplémentaire de conscientisation sur le fait que la profession d'avocat aujourd'hui, ben, elle a besoin qu'on s'y intéresse et les avocats ont besoin de pouvoir faire évoluer leur métier pour y retrouver du sens, de l'intérêt, euh, de l'enthousiasme et, euh, et de l'équilibre personnel. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'enquête a aussi été mise entièrement, enfin, les résultats de l'enquête ont été publiés dans l'annexe, non? Donc, Oui, non tellement résumé ou tu en as retiré la substantifique moelle dans le corps de ton livre, mais pour les avocats qui étaient intéressés par en savoir plus. Et je pense qu'Antémis avait fait le choix aussi hein, de proposer, enfin de garder cette enquête qui était ta volonté au départ, mais de la publier in extenso, enfin, ou en tout cas oui, toute la partie quantitative. Ouais. tout à fait. Ça a été un choix d'édition et je suis vraiment pleinement en accord avec ce choix parce qu'il permet aux lecteurs qui ont envie, on n'a pas tous le même profil. Il y a des personnes pour lesquelles avoir une portée scientifique, je mets ça entre guillemets, mais donc de chiffres, de statistiques ou autres, est important. D'autres vont davantage faire attention à ce qui est plus de l'ordre du relationnel, d'autres encore à un volet peut-être plus de sens. Donc, il est important de pouvoir toucher l'ensemble des lecteurs. Et donc, cette dimension-là dans le livre permet à des lecteurs qui auraient besoin pour pouvoir suivre plus facilement un propos qui leur est présenté de chiffres, d'une étude, de quantification, et de trouver ces éléments-là dans le livre également. Alors, on a déjà mentionné plusieurs fois le nom de Antémis. Et est-ce que tu peux un petit peu raconter peut-être ton parcours éditorial, comment ça s'est passé? Et bon, c'est vrai que ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que je suis plutôt une avocate de l'autopublication pour plein de, enfin, notamment pour la liberté, la rapidité, l'efficacité, etc. que ça peut procurer. Néanmoins, dans ton cas, on en avait discuté, c'était tout à fait pertinent de passer par un éditeur puisqu'il était spécialisé et touchait largement ta cible. Euh, voilà, comment ça s'est passé et est-ce que finalement, même si c'est encore au tout début hein, de la relation, mais est-ce que tu trouves qu'effectivement, passer par un éditeur a été une plus-value dans ton cas? Mmh. Alors, c'est effectivement une question que je me suis posée et je trouve que tu la présentes vraiment bien dans ta formation. Le critère du public cible avocat a été déterminant pour moi dans le choix autopublication versus maison d'édition, parce que si je voulais toucher les avocats, euh, j'avais besoin d'une maison spécialisée. Je pense aussi que ça donnait à mon propos, qui était déjà assez original, du crédit qui était important pour que ce livre puisse avoir de la visibilité. Et donc, j'ai fait alors une démarche vers des maisons d'édition et j'ai donc envoyé le manuscrit dans le format que Laurence nous propose.
Et Antémis a directement réagi. Je pense que si pas le jour même, le lendemain, j'étais appelée par la directrice de l'édition, Elisabeth Courtens, et on a eu un échange au sujet du livre, au sujet de la publication. C'était vraiment très agréable. Et lors de cet échange, j'ai pu faire part à Antémis que ce qui était important pour moi dans le choix de la maison d'édition, c'était que la maison d'édition puisse assurer et soutenir la diffusion de mon livre dans toute la francophonie. Parce que n'étant pas un livre de droit, mais étant un livre de posture finalement personnelle et d'évolution du métier, mon propos n'est pas limité par, par les frontières. Et donc pour moi, c'était vraiment important qu'après ce chemin d'écriture, ben, le livre puisse être largement diffusé. Et d'emblée, Antémis a répondu à ce vœu en proposant directement des pistes de concrétisation. Ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'était l'enthousiasme, l'entrain. Elisabeth s'est projetée dans la publication et l'après-publication. Et, et donc, on était au-delà de la seule édition du livre. Il y avait l'édition du livre et tout ce qui pouvait rayonner autour pour permettre à ce livre d'avoir une longue vie, finalement, et d'être reçu. Et ça a été pour moi important. Et j'ai vraiment eu la sensation, enfin j'ai encore la sensation finalement de vivre ce que je propose dans mon livre, c'est-à-dire un travail d'équipe. Et donc je suis dans une congruence totale par rapport à mes valeurs. Et, euh, et je suis vraiment très très contente de mon éditrice parce que je me sens prise par la main. Et on forme, je trouve, un binôme qui est vertueux et qui permet à ce livre voilà, de rayonner déjà et de rayonner davantage encore dans les semaines, les mois et qui sait, peut-être les années, pas 10 ans, mais qui viennent. Et pour un auteur, je trouve ça important. Mhm. Et du coup, tu les as démarchés alors que tu avais déjà écrit le livre, c'est ça? Alors, je les ai contactés. Alors, le livre n'était pas encore totalement écrit. Il n'était pas totalement écrit. Je pense que la table des matières. Donc, le livre était vraiment en voie de finalisation, hein. J'ai terminé de l'écrire au mois d'octobre et je pense que j'ai dû envoyer le manuscrit ou une partie du manuscrit et une première table des matières au mois de juillet. Donc, je dirais que 90% du livre était écrit, même peut-être 95, mais je n'ai pas attendu la fin parce que ce qui était intéressant pour moi, c'était que le livre soit publié en début d'année plutôt qu'en fin d'année, pour qu'il puisse vraiment profiter du déroulement de l'année 2023 par rapport à des conférences, des webinaires, par rapport à la météo aussi, par rapport au fait d'avoir des événements en présentiel. Voilà, la date de publication a été réfléchie et donc le timing de communication à l'éditeur également. Oui, parce qu'il faut savoir que ça prend je dirais la chance qu'a eu Séverine d'avoir une réponse dans la journée ou le lendemain. En général, c'est un petit peu plus long, hein. Je pense que Lutte pourra en témoigner peut-être quand on fera la petite session questions-réponses d'ici quelques minutes. Mais en général, ça prend quand même plus de temps pour avoir des réponses positives. Et une fois qu'on a une réponse, mais très souvent, les éditeurs comptent 9 mois entre le moment où ils prennent le projet et ils le publient, ce qui correspond plus ou moins à ce que tu dis, contact en juillet, sorti en mois de mars, on est à 9 mois après. Donc ça aussi, il faut savoir que le processus de l'édition est plus long, et donc, mais que ça vaut aussi la peine parce qu'effectivement, pour avoir voilà, le livre disponible, soit en librairie quand on est dans un sujet grand public, soit diffusé directement auprès de l'audience cible, ça peut vraiment être un très très bel atout. Ce que j'ai trouvé chouette aussi, c'est que de ce que tu m'as dit, et on n'en est qu'au début évidemment de la promotion, mais elle est aussi très ouverte à, voilà, à des idées que tu as de rencontres,
Tu me parlais que tu allais faire une petite rencontre une formule, 2 heures, venez prendre un café avec moi. Donc, et qu'elle a l'air de vouloir suivre le mouvement, d'être disponible pour toi, de le relayer. Donc, je trouve que ça, c'est aussi précieux, comme tu dis, d'avoir quelqu'un vraiment avec qui tu peux travailler en équipe. Oui, en fait, on est dans l'ouverture et on est d'une certaine manière dans une co-créativité ensemble, où on partage nos idées par rapport au fait de donner de la visibilité à ce livre et de favoriser la rencontre. Et, euh, et on avance vraiment ensemble comme ça. Et effectivement, il y a différents avocats qui ont acheté le livre ou qui vont acheter le livre et qui souhaiteraient avoir une dédicace. Et donc voilà, il se trouve que moi j'adore le café et que je trouve qu'à Bruxelles, avenue Louise, il y a un endroit qui vend un délicieux café. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas aller me planter là et offrir un moment de disponibilité pour rencontrer les gens autour d'un café et passer un vrai moment de qualité ensemble. Voilà, ça c'est aussi tout ça que permet le livre en fait. Ça n'est pas simplement écrire, c'est juste euh, un canal d'expression et de rencontre, en fait. C'est ça qui est très riche aussi. Je souris parce que Emmanuel qui nous écoute, lui, il a fait le choix de plutôt aller boire une bière avec ses futurs lecteurs dans une, mais on aura l'occasion de rencontrer Emmanuel aussi, qui viendra parler de son livre, mais Emmanuel qui va faire sa rencontre dans une coopérative. Son livre parle de Osons la coopération. Il va faire ça dans un café-brasserie qui s'appelle la Mazette. Donc, c'est très sympa aussi de voir que chacun peut aussi allier le plaisir et le travail et choisir des endroits où on a du plaisir à rencontrer les gens. Quelque chose que je trouve aussi chouette avec ton éditrice, c'est tu as quand même eu aussi pas mal de liberté, je trouve, avec la couverture, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Surtout, moi, j'avais un peu peur de ça, je t'avoue, parce que dans le monde légal, juridique, je me suis dit, oh là là, ils vont te mettre la petite couverture standard, un petit fond uni avec 3 lettres, enfin voilà. Et je trouve que finalement, tu as pu proposer, suggérer, mais et en tout cas, la proposition a été acceptée d'avoir ce fameux symbole qui était cher. Tu l'as Alors, là pour nous le remontrer, enfin, parce que peut-être tu l'as déjà montré en début de séance, mais tu- je vais le montrer. Pour la petite histoire, en fait, je n'ai pas proposé cette couverture-là. Il y avait une photo que j'avais proposée, qui est la photo d'ailleurs qui figure sur la 4e de couverture. Et là, Elisabeth m'avait dit, écoute Séverine, une photo de soi aux États-Unis comme couverture, ça marche très bien. En France, à la limite, mais en Belgique, vraiment, je te le conseille pas. C'est pas encore dans les mentalités et dans la culture. Et donc, on réfléchissait à quelle pouvait être une autre couverture. Moi, j'avais pas vraiment d'idée. Et Elisabeth a vu le logo de la formation d'avocat aligné. Et c'est vrai que ce logo, de nouveau, au moment de la création de la formation, avait vraiment été pensé. C'est en fait pour moi un avocat stylisé avec la balance de la justice et le symbole du yin et du yang qui s'y retrouvent. Je vais vous prendre le... Ah ben voilà, tu l'as, Laurence. Oui. Voilà, je partage sur le portrait de Séverine que vous pouvez retrouver sur le site. Mais donc, voilà, il y a la couverture ici. Et ça, c'est le symbole de la formation. Oui. C'est le symbole de l'avocat aligné et ce symbole a parlé à Antémis, à Elisabeth, parce qu'elle trouvait que vraiment ça illustrait bien en fait le propos. Et donc c'est elle qui a alors proposé de l'utiliser pour la couverture du livre. Et personnellement, je n'aurais jamais osé proposer ce logo-là, étant trop lié à la formation. Et donc je suis vraiment heureuse qu'elle m'ait fait cette proposition parce qu'elle avait du sens et globalement, j'aurais pas pu rêver meilleure couverture, je trouve. Donc, je suis vraiment très contente et de ne pas être tombée dans une couverture classique, une couleur avec juste un titre qui n'aurait pas du tout traduit ni ma personnalité, ni le propos du livre. Donc, le choix de la couverture, pour moi, est essentiel parce que le lecteur, en fait, ne me connaît pas.
Et le rapport au livre est quelque chose finalement de très physique, de très émotionnel. Je me souviens qu'étant adolescente et jeune adulte, un de mes plaisirs était le dimanche d'aller flâner en librairie. Et j'avais une librairie qui résonnait particulièrement bien avec moi et j'ai découvert comme ça au fil des rayonnages dans lesquels je me baladais des auteurs mais que j'ai adorés et dont j'ai lu tous les livres, mais au départ d'une rencontre dans la librairie au hasard des, des pas. Donc je trouve que la couverture c'est vraiment essentiel. Alors, on arrive tout doucement à la fin, en tout cas, de la partie un petit peu plus formelle de la rencontre, etc. Euh, où on a bien abordé les différentes, en tout cas, thématiques que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, aussi bien que ce soit l'enquête, un petit peu les coulisses, ta relation avec l'éditeur et tes motivations. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, est-ce que tu aurais encore peut-être un conseil comme ça à donner aux auteurs qui nous écoutent, aux futurs auteurs qui nous écoutent? Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans le chemin d'écriture, parce que c'est quand même un chemin et parce qu'on sait que quand on l'emprunte, voilà, il peut y avoir des hauts, des bas, des moments où on est démotivé, des moments peut-être où on a plus de difficultés à écrire. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la régularité. Ma méthode à moi, a été de prévoir une demi-journée par semaine dédiée à l'écriture. Donc, tous les mardis matins, c'était une demi-journée pour écrire. Et j'ai vraiment trouvé que le flux, en fait, venait facilement. Peut-être parce que ça s'inscrivait physiquement dans le temps de ma semaine et donc physiquement en moi. Et si à certains moments où j'étais moins enthousiaste, je m'attelais alors à suivre ta formation ou bien à penser à la communication. Mais en tout cas, je restais toujours dans le thème de l'écriture du livre. Très Ça, bon c'est un conseil. conseil que je peux vous partager, en tout cas une expérience que je peux vous partager. Très bon conseil. Bon, mais je vais nous remettre en mode galerie pour qu'on puisse voir tout le monde et voir s'il y a des questions ou enfin voilà, je vais enlever ça, comme ça on peut se voir tous. Alors, est-ce qu'il y a des questions que vous avez pour Séverine, que ce soit à propos de son livre, par rapport à son parcours d'auteur? Pascal? Oui, voilà le son. Donc, bonjour Séverine et bonjour tout le monde. Moi, c'est à propos de l'enquête que j'aurais voulu te demander comment tu as procédé. Est-ce que tu avais un questionnaire que tu as appliqué systématiquement à tout le monde? J'entends que tu as publié une enquête, si j'ai bien compris, de 100 personnes en annexe de ton livre, donc j'imagine que ça ne devait quand même pas être trop volumineux. Et comment est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as enregistré? Est-ce que tu as retranscrit? Et alors, je me demandais aussi comment tu avais trouvé tes 100 avocats qui étaient prêts à participer à ton enquête. Alors, j'ai effectivement conçu un questionnaire sur Google Forms. Et le questionnaire est très important dans la manière dont il est libellé, à savoir d'avoir quand même comme objectif de pouvoir utiliser le contenu des réponses dans l'écriture du livre et de mélanger donc, voilà, je l'ai dit, des questions ouvertes et des questions fermées et en lien avec le thème de l'écriture du livre. Donc moi, j'avais rédigé un premier questionnaire. Laurence est passée à travers le questionnaire pour suggérer parfois des changements, de mettre plutôt telle question ouverte et telle autre fermée. Donc ça se pense, ça se conçoit, ça se travaille et ça se valide. Et d'ailleurs, a posteriori, il y a certaines choses que j'aurais fait différemment. Pourquoi? Parce que donc j'ai fait ce Google Form et donc j'ai transmis un lien sur lequel les gens pouvaient cliquer pour avoir accès au questionnaire et répondre en ligne. Alors après, Google permet d'analyser les réponses.
et de déjà faire, par exemple, des pourcentages quand il y a des réponses qui se chevauchent. Là aussi, par exemple, j'avais mis comme question ouverte dans quel barreau exercez-vous? Et donc, j'ai eu 100 réponses différentes. Donc, après, alors que si j'avais mis barreau de Bruxelles, barreau de Charleroi, etc., Google aurait fait le pourcentage, ce qui m'aurait simplifié le travail. Là, j'ai dû manuellement, après, quand j'ai analysé les réponses, moi, faire, faire ces calculs. Euh, donc, euh, donc, pour répondre aussi à ta question, donc voilà, le questionnaire, j'ai donc analysé les réponses et j'ai fait un document reprenant l'analyse des réponses et c'est ce document-là qui a été publié dans le livre. Je pense que l'enquête fait peut-être 7 ou 8 pages au niveau des réponses. Bon, je ne sais plus très bien exactement, on fait plusieurs pages, mais je n'ai pas publié les 100 questionnaires de réponses des personnes interrogées. Mais donc, Parce que, ce sont les personnes qui rédigeaient leurs réponses dans ton Google Form au départ de tes questions. Tu ne les as pas rencontrées physiquement ou via Zoom pour discuter et enregistrer, par exemple, l'entretien. C'est pas ça que tu as fait. alors, j'avais une question ouverte par rapport aux facteurs de démotivation. Il y avait une question d'abord fermée qui était, avez-vous remis en question la pratique de votre métier? Oui, non. Si oui, était-ce pour des raisons de santé? Était-ce lié au contexte de travail? Voilà, il y a encore d'autres propositions. Il y avait 4 propositions. Et puis la 5e était, seriez-vous d'accord de me partager votre expérience de manière anonyme? Si oui, je les invitais alors à laisser leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Et donc, ils avaient alors accepté que je les recontacte. Et c'est ces personnes-là, ces numéros-là et ces adresses mail-là, vers lesquelles je suis ensuite allée pour leur proposer une rencontre par téléphone ou par Zoom ou en présentiel. Là, je m'adaptais vraiment à ce qui était le plus confortable pour eux. Et je n'ai pas enregistré, je n'ai rien enregistré, j'ai pris des notes. Ok. Mais donc, quand tu dis 100 participants à ton enquête, c'est 100 participants à ton enquête Google Form, mais pas 100 vis-à-vis, 100. Non, Ok. non. Mais, Et alors, ce que j'ai fait, ce qui, moi, me paraissait très important, c'était qu'à partir du moment où, de tout ce que j'avais récolté comme information et comme témoignage, il y avait certaines informations que je voulais publier dans le livre. Alors, j'ai repris un extrait de l'entretien que j'avais eu avec ces personnes, que je leur ai soumis pour validation, d'une part. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec le contenu et est-ce que vous êtes d'accord que je le publie dans mon livre? Et j'ai veillé à avoir leur accord écrit. Parce que ça me semble important. Et je leur ai également demandé s'ils étaient d'accord que ce soit publié. Est-ce qu'ils préféraient que ce soit avec leur nom, prénom, avec leurs initiales ou de manière anonyme? Et donc là, j'ai fait un petit questionnaire, enfin, j'ai fait un document individuel écrit dans lequel je reprenais ces 3 points-là. Et je leur demandais de dater et de signer pour que ce soit formel et qu'après, voilà, je ne risque pas d'avoir de potentielles rétractations ou des malaises. C'est important pour moi que tout ça soit fluide et rassembleur. Ok. Ok, merci beaucoup pour toutes ces bonnes idées. Avec plaisir. alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, que ce soit liées à l'enquête ou pas d'ailleurs? Oui, oui, voilà. Bonjour, c'est Luc. Moi, j'avais une question, Séverine. J'ai un petit peu regardé comment on dit ça, le sommaire de ton livre. Et quand tu abordes donc la méthode accord majeur et les personnes ressources, est-ce que tu as un réseau de personnes ressources que tu as formées ou qui sont formées à ta méthode, ou comment est-ce que tu aides les personnes à bien, parce que chacun de notre métier, on est détendeur d'une spécialité, mais on n'a
parfois, et dans mon cas, donc la diététique, c'est parfois trouver les bonnes personnes ressources qui conviennent aussi à mes patients. Donc, comment est-ce que tu as fait ça? Alors, c'est une excellente question et très importante question. Donc, je suis avocate, le client vient me voir, donc je suis la personne centrale, en fait, de sa démarche. Dès l'instant où je lui propose d'aller vers un tiers, il est important que je puisse valider et la compétence et l'éthique de ce tiers et que je puisse également, selon la connaissance que j'ai de mon client et de la thématique de son problème, l'orienter vers une personne dont j'ai une, une haute probabilité qu'elle conviendra au client, si tu veux, tant sur la forme que sur le fond. Donc, j'ai effectivement des partenaires ressources qui sont des personnes dont je valide la compétence et l'éthique. Comment? Parce que je les ai formés à ma méthode et aussi parce que je les ai moi-même pratiqués. Donc, j'ai moi-même été chez eux pour expérimenter leurs pratiques. Et c'est ce qui me permet vraiment de pouvoir leur adresser alors mes clients, en tout cas proposer à mes clients d'aller les voir en âme, conscience et de manière alignée. C'est très important. Ok. Ben, si jamais tu as besoin d'une diététicienne, on peut se rencontrer. Eh Voilà, bien, merci. écoute, Luc, merci beaucoup de ta proposition. Dans le volet alimentation, j'ai effectivement 2 partenaires qui sont une naturopathe et et une nutrithérapeute et par ailleurs un micronutritionniste et nutrithérapeute. Mais voilà, l'équipe au fil comment dire, des participants à la formation peut grandir. Donc, pourquoi pas? Tout à fait. Ben, avec plaisir. Quand tu es de passage, avenue Louise, pour parler de ton livre, je passerai. Voilà, on se tient au courant. Merci. D'accord, d'accord. Et de toute façon, voilà, comme je l'ai dit, je veillerai dans cette hypothèse à vraiment avoir une thématique nutritionnelle, problématique donc, que je peux alors venir travailler avec toi pour alors éprouver, tu vois, ta pratique à toi. Ça, c'est vraiment pour moi essentiel. Ah ben, on en parlera à l'occasion. Voilà, merci. Avec Merci. plaisir. Sophie, Oui, merci. Bonjour Séverine. Moi, j'avais Bonjour. une question, je reviens sur ton livre, une question un peu plus pratique. Donc, j'ai vu que ton livre, il est proposé à un prix relativement élevé. Je veux dire, c'est pas que c'est inabordable, mais par rapport à le prix auquel on peut s'attendre comment dire, à acheter un livre qui est voilà, pour obtenir un peu des conseils sur une approche. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu une discussion avec l'éditeur? Est-ce que toi, tu étais en accord avec ça? Voilà, juste un petit peu savoir le contexte de ça. Alors, j'avoue que ça, c'est un point dont je ne me suis pas occupée. Je n'y ai même pas tellement pensé. Étant dans l'écriture du livre, et puis ensuite dans la 4e de couverture, voilà, on a écrit le livre, et puis en fait encore des tas de sujets euh, qui nous demandent de l'implication. Et par rapport au prix, par rapport à la vente, en fait, je suis très heureuse que ce soit l'éditeur qui s'en occupe et de ne pas avoir moi à faire ce travail-là ou ces démarches-là. Donc, par rapport au prix, j'ai complètement délégué, en fait. Euh, et oui, l'éditrice m'avait quand même mentionné que ça tournerait probablement autour de 50 €, que demander plus, ça c'est c'était pas envisageable. Oui, pour répondre à ta question, Christelle, il est vendu à 49 €. mais c'est pour moi un des avantages de la maison d'édition, c'est que les éditeurs finalement fixent, ils ont voilà, le mot de la fin sur la couverture, sur le titre, sur le prix.
Dans le monde des avocats, c'est terrible. Enfin, je veux dire, tu vas sur la collection d'Antémis ou de Larcier, il n'y a pas un livre en dessous de 50 euros. Je pense que le livre d'Antoine, il est encore 70. Enfin, j'ai vu des livres à 140 euros. Enfin, c'est vraiment, c'est un monde voilà, qui est complètement à part, qui est pas du tout, ils se sont pas du tout alignés sur le tarif des livres de développement personnel, quoi. Et Et donc, je quelle est pense la part que tu récupères là-dessus, Séverine? Ah, écoute, c'est une bonne question. J'ai effectivement signé un contrat d'édition pour avoir déjà participé, non pas en tant qu'auteur principal, mais à un ouvrage collectif. Ben, le livre n'est vraiment pas, comment dire, la motivation d'écriture du livre est Oui, loin bien d'être sûr. financière. C'est un Euh, pourcentage. C'est un oui, pourcentage. oui, c'est Et le un. pourcentage change en fonction du nombre d'exemplaires vendus ou c'est comment? Alors oui, c'est une possibilité, effectivement, d'avoir un pourcentage sur la base d'un certain nombre d'exemplaires vendus et un autre pourcentage si le nombre d'exemplaires vendus dépasse un certain seuil. Oui, je Ça pense fait que c'est comme partie de ça. ça fait partie de la négociation avec les éditeurs. Donc, c'est un petit peu, je dirais que chacun, ça c'est un petit peu personnel finalement de savoir Oui, ce que mais, chacun négocie avec oui. son éditeur. Mais en général, les droits d'auteur, c'est entre 6 et 10%. Ça peut monter vraiment pour des auteurs. Évidemment, quand on est Michelle Obama, on peut peut-être obtenir du 12 ou 13%. Mais en général, c'est dans ces fourchettes-là. Et puis, effectivement, on peut négocier des exemplaires gratuits, on peut négocier un nombre d'exemplaires d'auteur, on peut négocier sa remise d'auteur. Donc, voilà, il y a toute une négociation à faire. Mais là où je te rejoins, Séverine, c'est qu'en général, on n'écrit pas un livre pour gagner sa vie avec. Enfin, en tout cas, c'est pas la première motivation. Et la plupart des livres de développement personnel, on est plutôt aux alentours de 25 euros, entre 20 et 25 euros. Et donc, on touche en général, on va dire 2 euros, entre 2 et 2,50 € par livre. Et donc, même en supposant qu'on en vende 1000 ou 2000, ça représenterait évidemment 5000 euros. Et personne ne crache sur 5000 euros, mais 5000 euros pour un an et demi de travail, bon, c'est pas avec en tout cas les rentrées du livre, en tout cas avec une maison d'édition, qu'on peut vraiment bien gagner sa vie, quoi. Donc, la maison d'édition va plutôt apporter une autorité, une crédibilité qu'une source de rentrée financière, on va le dire comme ça. Et quand on est Michelle Obama ou Barack Obama, pour avoir lu le livre de Comme, Michelle Obama, je pense, oui, c'est ça, elle partage à un moment qu'en fait, Barack, dans l'écriture de son second livre, je pense, avait négocié une avance sur droit d'auteur qui était déjà de plusieurs dizaines de milliers, voire une centaine de milliers d'euros. J'ai plus le chiffre en tête, mais donc effectivement, tous les auteurs ne négocient pas les mêmes conditions. Tu as eu une avance, toi? Non? Non, Non. non, parce que j'ai même pas pensé à ça. non, mais Non, non, ça n'est jamais que mon premier livre, tu vois, et c'est très, très, vraiment très, tellement novateur, tellement une première que c'est une nouvelle expérience que je découvre. je voudrais quand même rappeler qu'il y a environ, je pense, je pense qu'il y a un manuscrit sur 6000 qui est publié. Donc, je pense que quand on a la Ouais. chance d'avoir un éditeur pour son premier livre, alors ça ne veut pas dire qu'il faut se faire arnaquer, qu'il faut dire qu'on le fait gratuit et qu'on ne peut pas négocier un petit peu. Mais je pense que oui, voilà, avoir des avances, etc., ça peut arriver, hein. Je ne dis pas, il y a des auteurs qui arrivent à l'obtenir, mais en général, c'est des auteurs qui ont déjà, par exemple, une très, très belle communauté, qui sont déjà suivis. C'est sûr que si vous avez 1 million de followers sur Instagram ou sur YouTube, peut-être que l'éditeur peut vous faire une avance parce qu'il voit le potentiel au vu de votre communauté. Mais je pense que ça reste un défi de trouver un éditeur. Et donc, je pense que c'est vraiment, enfin voilà, il faut remettre aussi d'avoir un éditeur de qualité, un éditeur à compte d'éditeur qui rémunère les auteurs, parce qu'il y a des faux éditeurs à compte d'auteurs qui en fait vous font payer pour des services. Donc, je trouve que c'est déjà un beau défi de trouver un éditeur sérieux. Alors, bien sûr, il faut négocier et pas se laisser faire et avoir, mais
Voilà, c'est pas en général une aventure particulièrement lucrative, en tout cas la première année. Maintenant, moi, je souhaite évidemment à Séverine que ce livre fasse des petits et touche un maximum d'avocats pour changer les choses. Donc, tu pourrais tout à fait finir par en vendre plusieurs milliers d'exemplaires et c'est ce que je te souhaite. Mais ce qui est intéressant, c'est déjà le fait que les gens en parlent et on oublie aussi cet effet-là, c'est-à-dire qu'il y a des livres comme ça dont les gens parlent, on parle du sujet, on en débat sans spécialement avoir lu le livre. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir quelqu'un qui vient en me disant j'ai lu ce livre, ça m'a vraiment beaucoup touché. Ah bon, raconte. Et puis finalement, on passe la soirée à débattre du sujet et quelque part, vous avez aussi un impact indirect parce que le sujet de votre livre a été débattu. Il a peut-être touché des gens qui le liront, qui ne le liront pas, qui vont peut-être aussi demander simplement à quelqu'un de recevoir en prêt parce qu'on oublie tous ces lecteurs indirects. Tu pourrais aussi avoir, toi, Séverine, ton livre qui est acheté par un cabinet d'avocats et les avocats se le passent. Et en fait, tu te dis, ah, j'ai touché 100 avocats et tu en as peut-être touché 2000. Donc, on a aussi ce décalage entre le nombre de livres vendus et le nombre de personnes qui l'ont lu ou qui ont été touchées par la réflexion du livre. Donc, voilà, je vois qu'il est 2h02, donc je regarde s'il y a encore éventuellement une petite dernière question, sinon je propose qu'on se quitte. Voilà. Écoutez, merci à tous en tout cas d'être venus écouter Séverine, rencontrer Séverine, lui poser ces questions. Moi, j'ai été ravie, comme toujours, d'avoir cet échange, de pouvoir rentrer un petit peu en profondeur sur la thématique des enquêtes, mais également de faire connaissance avec toi, Séverine, ton parcours, ce qui t'anime et ton livre. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller le trouver soit sur le site de Séverine, séverineevrard.com, peut-être qu'on peut le remettre dans le chat. Oui, ça peut. Oui, c'est vrai, il y a Majeur. séverineevrard.be. Oui. Merci en tout cas pour votre disponibilité, pour votre intérêt et pour ce partage. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi d'en parler. Vous êtes d'ailleurs les premières à qui j'en parle. Donc, merci Florence pour ton accueil et pour cette occasion. Avec grand plaisir. Je vous souhaite Merci une bonne beaucoup. après-midi à tous. À bientôt. Oui, Merci, au revoir. au revoir. Au revoir, merci.